podcast mini aujourd'hui. On est dans le cadre de l'ICM Vancouver et puis j'ai décidé d'avoir un co-host avec moi, Carl Pelletier. Carl, tu veux-tu me décrire ton rôle présentement chez Innovexplo Nordastello? Bien, tu l'as bien décrit dans ta question. Donc, c'est un rôle qui est en transition un petit peu, dans le sens que Innovexplo vient d'être acquéri depuis le 1er mai par Nordastello. Donc, mon rôle de coprésident fondateur chez Innovexplo va passer à un rôle de directeur de segment marché mini-métaux chez Nordastello. Félicitations. Puis on a eu Alain plus tôt dans un autre podcast qui explique vraiment toute l'acquisition, puis le futur, et qui est super bon. Mais j'ai pas le numéro du podcast, mais sûrement qu'on va le mettre dans la description. Et notre invité, Carl, au podcast minier, Jessie Tellen de Eldorado. Salut, Jessie. Salut, Manon. Ça va? Oui, ça va très bien. Fait que là, Jessie, il marchait dans le corridor de l'ICM Vancouver. Puis là, tout le monde me disait « Hey, t'as-tu écouté la conférence de Jessie hier? Il était super bon, puis il était drôle. » Fait que là, ça, c'est... Moi, j'ai ça quand le monde me dit « Hey, Manon, on t'invite parce que t'es drôle. » Là, t'as de la pression à être drôle. Aïe, aïe, aïe. Merci, merci. Jessie, chez Eldorado, tu me dis que t'es directeur service technique. Ça mange quoi en hiver, ça? Ça mange la même chose que tout le monde, mais moi, chez Eldorado, je suis à la tête des services géologie et ingénierie pour le site Lamac. Donc, je m'occupe, je supervise toutes les activités en ingénierie, c'est-à-dire contrôle de terrain, planification minière, court, moyen, long terme, vision stratégique, ventilation, etc. Fait que, j'ai l'équipe je supervise cette équipe-là. Puis également la géologie, donc géologie minière, contrôle de la teneur. Je m'occupe aussi de la définition du forage, de conversion des ressources, puis aussi de l'exploration en collaboration avec l'équipe exploration régionale. Toi, Jessie, est-ce que tu es originaire de l'Abitibi? Je suis originaire de l'Abitibi. Moi, je viens de Barrault en Abitibi. Fait que, t'as l'air fier. Comment? T'as l'air fier. Ben oui, quand même. Avec raison. Oui. Le même village que Carl. Ou presque. Ou presque. Ouais. Moi, je viens de Rochebourgcourt en Abitibi. J'en suis très fier. Puis j'ai étudié, fait mon secondaire à Barrault en Abitibi Est-ce que aussi. tu peux me joindre à la discussion? Moi, je viens de Launay. Ah. Saviez-vous ça? Bien, je pense que ça représente bien les forces des Abitibiens dans le domaine minier. Ouais. Puis qu'on peut conquérir le monde. On est ici à Vancouver aujourd'hui pour être capable de démontrer notre expertise. Puis l'expertise des gens comme Jessie. Donc, il faut en être fier, je pense. Vous autres, vous êtes vraiment sur le terrain, vous êtes là-bas en Abitibi. C'est quoi les défis que vous vivez présentement en Abitibi avec le secteur minier? Je dirais, un des défis qu'on rencontre beaucoup, c'est la crise de la main-d'œuvre. Je pense que c'est un peu partout. Mais la main-d'œuvre, elle devient de plus en plus difficile à acquérir, d'avoir du personnel qualifié, du personnel qui veut venir s'installer en Abitibi aussi. C'est lié aussi avec la crise du logement. En Abitibi, il n'y a pas tant de tests que ça non plus. Fait que ça, c'est un de nos gros défis. Puis notre autre gros défi aussi, c'est de toujours être en avant de la courbe pour ce qui est dans nos permis d'opérer. Donc, avoir tous nos permis, être en accord avec la législation. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Mais je vous dirais, la main-d'œuvre, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup. C'est un gros défi qui rejoint plusieurs personnes. Mais j'ai vu récemment que vous avez franchi le 5 ans de production. Oui. Donc, sur ça, c'est un défi qui est intéressant. Donc, vous avez fait le démarrage, la construction de l'opération, vous atteignez votre maximum. Après ça, c'est quoi le prochain défi? Est-ce que vous vous asseyez là-dessus ou vous avez encore un défi de croissance ou de poursuivre là-dessus? On a un très grand défi de croissance. En 2014, Integra Gold avait fait l'acquisition de l'usine Sigma, qui nous a permis un peu d'accélérer notre processus pour la mise en marche de la mine. Fait que c'est une usine qui est vraiment intéressante. Puis là, nous autres, on veut s'assurer qu'on ait un approvisionnement pour cette usine-là pour les années, les décennies à venir. Donc, avec notre mine, comme c'est là, la mine Lamac, on a des réserves. On a 800 000 onces à peu près de réserves à notre dernier calcul. On a des ressources de 3,2 millions d'onces. On a fait la découverte d'un gisement en 2020, qui est le gisement Ormac. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on veut rentrer dans nos cartons, qui va nous permettre un peu d'assurer. Il est tout près de nos opérations, qui est à peu près à 1,3 km là, au nord-est de notre gisement. Puis, fait que dans le fond, nos défis, c'est d'assurer la pérennité, de renouveler nos réserves, de continuer, mais aussi on aimerait ça produire plus d'or, puis prendre notre place dans un marché qui est déjà quand même assez compétitif en Abitibi. Il y a d'autres compagnies minières qui sont assez agressives en exploration. Fait qu'on va faire notre place aussi dans ce domaine-là. Si je peux me permettre, oui. je ne veux pas voler ton show, Jessie, mais j'aurais une autre question parce que tu as un défi de main-d'œuvre dans un contexte de croissance, de démarrer une nouvelle opération.
Récemment aussi, j'ai vu que vous avez gagné un prix qui est vraiment intéressant pour votre implication dans la communauté, je crois, avec la Chambre de commerce. En quoi ça vous aide de vous donner une bonne image pour rétention d'abord et attraction de main-d'œuvre? Effectivement, nous autres, pour maintenir notre main-d'œuvre, puis pour être attrayant pour le marché, puis pour les professionnels ou les mineurs, tu sais, on ne veut pas nécessairement noyer les gens dans l'argent. Mais nous autres, ce qu'on dit chez Eldorado, quand vous faites partie de l'équipe, vous avez une voix dans le groupe. Vous pouvez influencer l'avenir de la compagnie par vos idées, par vos propositions. Puis on est toujours à l'écoute de ça. Fait que c'est vraiment notre manière de... C'est notre pitch de vente. Là, puis je le perçois beaucoup aussi quand on passe des gens d'entrevue. Les jeunes professionnels disent « Ah, nous autres, on aime ça. Eldorado, vous avez des initiatives, vous avez l'environnement à cœur. Ça nous appelle. Puis on a vraiment le goût de participer à votre équipe. » Fait que quand on parlait un peu tantôt de la licence d'opérer, d'avoir les permis d'opérer, bien, c'est pour ça que nous autres, on veut être intégrés. T'sais, on a une mine dans la ville de Val-d'Or. On est à 400 mètres des maisons les plus proches. C'est important de faire partie intégrante de la communauté. On n'est pas séparés, on n'est pas dans une bulle. Nos employés viennent de Val-d'Or, puis nos activités peuvent impacter la population. C'est important pour nous autres d'avoir un contact régulier avec la population, avec les instances, avec les législateurs, de démontrer notre bonne foi, de démontrer qu'on est des opérateurs responsables. Puis on ne fait pas juste pour gagner des prix, on le fait pour gagner la confiance de la communauté, du public, pour laisser un peu une trace positive dans notre opération. Fait que c'est un peu ce qui nous drive aussi. Fait que oui, on a un opérateur, on creuse de l'or, on blasse, ça fait partie, ça c'est la base, mais tout ce qui vient avec, la responsabilité sociale, l'environnement, la sécurité de nos employés, c'est toutes des facettes qui nous donnent une crédibilité, puis qui nous donnent la confiance du public, des législateurs, qui nous permettent d'opérer. Là. Comment tu vois l'évolution justement de la communication par rapport au secteur minier? C'est la question que je me suis fait demander la semaine passée à Val-d'Or. On avait un panel, puis je me l'ai fait demander, mais je serais curieuse de voir toi comment tu vois l'évolution, parce que là, on vous voit, vous êtes présents, mais les minières, le 10 ans, le 15 ans, c'est pas ce qu'on fait là aujourd'hui. Une très grande évolution. Là. Moi, j'ai commencé en 2002. À l'époque, là... Ah, t'as quel âge? Je te le dirai pas. Fait que, dans le fond, à l'époque, ça n'existait pas, les volets de communication. Dans l'équipe, on avait des ingénieurs, des gars, puis des mineurs, puis des mécaniciens. On faisait nos affaires, puis on ne communiquait pas avec les communautés. La législation n'était peut-être pas aussi lourde, mais je te dirais que de nos jours, c'est un volet qui est excessivement important, de s'assurer que, justement, c'est pas le free mining, c'est pas le Far West. Fait que c'est important d'avoir ces volets-là. On parle de communication, mais on parle aussi de relations externes. Fait que c'est des départements qui ont pris beaucoup d'ampleur. On peut comparer ça un peu à santé-sécurité. Il y a 20 ans, le département santé-sécurité, c'était un gars qui faisait un peu de... Là, de nos jours, on a des grosses structures. On veut s'assurer que nos employés se font pas mal, puis on veut le meilleur. Après ça, l'environnement s'est greffé un peu de la même manière. Donc, à ça, on a des équipes en environnement. Fait que c'est pour ça que maintenant, le volet communication prend aussi beaucoup d'ampleur. On sait que c'est important d'avoir une bonne communication avec les communautés, pour démystifier un peu aussi c'est quoi le monde minier, qu'est-ce qu'on fait. Tout, on ne fait pas juste rentrer une place, on blasse tout, puis on sac notre camp, puis on laisse tout... Je pense qu'on oublie la démystification du secteur minier. On en parle beaucoup quand on est dans des régions non minières. Il faut que le monde comprenne, il faut que le monde sache qu'est-ce qu'on fait. Mais même dans les régions minières, il faut quand même démystifier qu'est-ce que vous faites. Là, comme... Je parlais de démystifier, puis ça m'amène. Tu parles de... Ma question va être un peu toucher à plusieurs des sujets. Main-d'œuvre et communication et qu'est-ce qu'on fait de bien dans l'industrie. J'ai eu la chance la semaine passée de passer juste dans vos bureaux. Malheureusement, tu ne m'as pas encore invité sur Terre. Je m'attends d'y aller bientôt. Mais je pense que vous faites au niveau technologie, vous faites des choses qui sont intéressantes au niveau électrification ou commande à distance d'équipement. J'ai pu voir ça. Aussi, tu m'en parles, ça a un impact que je pense que les gens du public le connaissent moins. C'est pas un rêve du futur, ça se passe présentement. Puis pour attirer des gens et que ce soit sécuritaire, je pense que vous faites des choses dans ce sens-là. Effectivement, le domaine minier... je vais te dire, mettons, ça a très peu évolué, mettons, on va dire, des années 50 jusqu'aux années 90, on va dire. Mais depuis une certaine époque, là, on s'accélère, on est un domaine de pointe, on fait beaucoup de téléopérations, on veut des technologies, des communications. On veut s'assurer que trouver des moyens pour sortir nos mineurs des zones dangereuses. Fait que tous ces volets-là, la téléopération, la télémétrie, bien, c'est
c'est des méthodes qui nous permettent d'aller chercher le petit edge pour gagner en efficacité. Fait que ça et tout, ça nous permet d'être en collaboration avec des organismes comme 4 avec les universités. Les mines, là, c'est pas juste une histoire de gros bras. Là. À cette heure, ça nous prend... Je peux commenter là-dessus parce que même si je connais le domaine, je sais qu'est-ce qui se passe, de le voir physiquement, je trouve ça intéressant. J'étais dans la salle de contrôle où la mine est contrôlée avec les ventilateurs, les pompes. C'est un mur d'écran, pareil comme puis des jeunes femmes, jeunes hommes très jeunes qui dirigent la mine. Puis si ces gens-là ne sont pas là, la mine arrête. Là. C'est pas le mineur, comme tu dis, le classique, qui est à risque. Au contraire, c'est une belle image que vous devriez peut-être publiciser. Effectivement, oui. Justement, on va encourager la recherche. Nous autres, notre mine, on l'offre comme terrain de jeu aux gens qui veulent essayer des technologies, qui veulent essayer des nouvelles méthodes de faire. Nous autres, on est super ouverts à ça. On veut que ça avance, puis tout ce qui peut nous aider dans l'avenir, ou même aider d'autres fournisseurs, on va se le permettre. Tu vois, cette semaine ou la semaine prochaine, on reçoit une équipe de OCDA qui, eux, sont comme le dépositaire des robots de Boston Dynamics de Google. Fait que si vous voyez ça sur... Fait que, ils ont une espèce de chien robot. Fait que nous autres, on veut faire des tests avec ça, l'envoyer... Déjà dans les congrès, là, le chien qui se promène, c'est eux, ça? Exactement. Fait que là, on va le recevoir sur notre site, faire des tests, voir. C'est déjà intégré dans le modèle, dans le monde industriel. Il va faire quoi? Il peut aller scanner une ouverture où on envoie un équipement télécommandé parce qu'on ne veut pas envoyer un humain. Bien là, on peut envoyer ce robot-là avec des senseurs, des caméras, toutes sortes d'affaires. Puis que non, c'est vraiment... Ah, ben on le voit justement. Ah, c'est bien le drôle. robot de Boston Dynamics. Pendant qu'on parle de ça, le gars avec Boston Dynamics passe. C'est c'est exactement ce robot-là qu'on va tenter de faire des tests. Puis si c'est positif, bien, on va peut-être en acquérir un pour... Lui, il va être content d'entendre ça, mais qui écoute le podcast. Ça va avoir une bonne boule de cristal. J'essaie que tu as pu prédire le passage du chien. Je te pose la question, mettons, au niveau du marché aurifère et des intentions de Eldorado, parce qu'on sait que Eldorado ne possède pas juste une mine, c'est un groupe de Vancouver. Quelles sont leurs intentions en Abitibi de croissance ou d'exploration ou de future découverte? On travaille beaucoup. On a quand même des propriétés adjacentes. On a fait l'acquisition il y a quelques années de la compagnie QMX qui avait un très gros land package, là, mais dans la région de l'Est de Val-d'Or, donc le Pluton de Bourlamac. Fait que, il y a quand même quelques producteurs historiques. Fait que ça, c'est un terrain de jeu qui est intéressant pour nous autres. Peux-tu dire, c'est quoi QMX pour, mettons, quelqu'un qui sait pas? C'est une compagnie d'exploration qui avait beaucoup de claims miniers dans la région de Val-d'Or, puis qui avait besoin un peu de financement, puis c'était au ralenti. Fait que nous autres, en acquérant le territoire, on a pu comme poursuivre leur œuvre. On a quand même aussi des claims dans la région de Matagami. On a un projet qui s'appelle Montgolfier. Donc, puis quand on regarde la tarte des fonds en exploration pour Eldorado Gold globalement là, sur la planète, on a quand même une très, très grosse partie là, des fonds en exploration sont dirigés en Abitibi. Fait que nous autres, c'est sûr qu'on veut... on est là pour rester, on est là pour se développer. Fait que c'est pas la MAC, puis après ça, on ferme. On veut découvrir une deuxième mine, puis une troisième mine, puis une quatrième mine pour continuer à se développer. Ouais. On parlait tantôt des technologies, puis il y a une chose que je pense que ça a été dans la conférence hier adressée, mais vous avez aussi une flotte de véhicules électriques. Effectivement, on a fait l'acquisition l'année passée de 2 camions de transport de minerais électriques. C'est des camions de Senvic. C'est les premiers... on est les premiers au Canada à avoir la deuxième génération de ces camions-là. Les autres ont été développés par artisans il y a quelques années, qui ont été acquis par Senvic. Puis les autres ont pris le relais, puis là, ils ont sorti la deuxième génération de camions. Donc, nous autres, depuis l'année passée, on l'a reçu. On est en train de faire le commissioning ou la mise en marche. Puis là, nos camions ont atteint le niveau de productivité qu'on s'attend d'un camion diesel. Fait que ce qu'on voit, c'est que ces camions-là, ils sont plus rapides. Ils peuvent transporter plus de matériel. Puis à zéro émission. Donc, ces camions-là sont complètement... Zéro émission, mais quand la batterie est morte pour ta recharge, ça peut prendre combien de temps? T'es-tu down pendant ce temps-là? Non, t'as une recharge? Justement, très néophyte. C'est des camions qui fonctionnent à batterie, comme tu l'as dit. Donc, pour faire un cycle, donc descendre sous terre puis aller livrer à la surface, fait que ce camion-là, il a besoin... On va vider une batterie au complet, mais on a 2 batteries par camion. Fait que pendant que le camion part, la deuxième batterie se fait charger. Fait que quand il finit son cycle, il arrête à la station de chargement.
on fait un changement de batterie, puis après ça, le camion, il peut repartir. C'est quoi le Un prochain changement de équipement? batterie, ça prend à peu près 5 minutes pour changer d'une batterie à l'autre. Ah non, changer, pas charger. Non, charger, ça prend à peu Hey, moi, je vais dire ça à tout près... le monde après. Ça prend 5 minutes de charger. Faut On faire parle à peu attention. près 60 à 70 minutes là, pour une charge pleine. C'est quoi le prochain équipement électrique? Prochain équipement électrique, bien là, je ne vais pas trop m'avancer, mais Foreuse. on magasine quand même pour les... il y a beaucoup d'équipementiers, donc des camions de service qui peuvent être complètement à batterie. On regarde aussi pour les foreuses jumbo. C'est des équipements qui sont déjà partiellement électriques parce que, dans le fond, un jumbo, les foreuses sont électriques, mais le carrier ou l'unité mobile est à diesel. Mais il existe déjà des véhicules complètement électriques, donc quand le jumbo il est branché pour faire son forage, bien, il charge sa batterie en même temps. Puis après ça, bien, on peut le déplacer d'un endroit de travail à l'autre. Fait qu'effectivement, pour nous autres, l'électrification des véhicules, c'est une belle voie pour nous autres pour abaisser nos émissions en gaz à effet de serre. Mais c'est aussi, nous autres, on est limités en termes de ventilation avec notre gisement, avec notre système. Comme c'est là, notre ventilation est presque à 100 %. Puis si on augmente la ventilation, on augmente la flotte de véhicules diesel, ça veut dire qu'il faut envoyer plus de CFM, donc il faudrait grossir notre système de ventilation. Fait que là, quand on fait le calcul des échanges entre les deux, bien, on voit que l'électrification des véhicules va nous permettre de sauver de l'argent sur la ventilation, donc puis continuer à développer notre flotte de véhicules. Quand on dit ça, là, on est limité avec la ventilation. Moi, je ne connais pas ça. Comment tu fais pour être limité avec la ventilation? C'est la façon que la mine a été construite? Oui, mais dans le fond, oui, puis il y a une législation. Donc, je vais te faire un exemple. On va dire un véhicule, un camion diesel, ça équivaut qu'il faut envoyer sous terre 12 000 CFM d'air frais pour permettre de ventiler puis de garder l'air frais. Donc, dépendamment, nous autres, on utilise le système de ventilation sur demande. Fait que notre ventilation, elle varie selon le nombre de personnes que sur terre, puis selon le nombre de véhicules que sur terre. Fait que je vais te donner un exemple. Disons qu'on a 6 camions puis 50 personnes. Bien là, notre système de ventilation, il peut rouler à 70 %. Mais si j'ai 12 camions puis 70 personnes, bien là, il faut que j'y aille à 95 % de ma ventilation. Puis là, maintenant, j'atteins un niveau que mes ventilateurs ne peuvent pas ventiler suffisamment. Fait que d'où l'idée d'avoir des camions zéro émission ou des véhicules zéro émission qui nous permettraient de se maintenir. Parce que, veut pas, notre gisement va de plus en plus profond. Ça devient plus difficile de ventiler le fond de la mine. Avais-tu une question, Carl? Non, mais je dirais si tu avais une question, moi, si tu avais un message à lancer, j'en reviens toujours à la crise de la main-d'œuvre qui est vraiment importante. Si tu as à convaincre des gens de travailler chez vous, mettons, tu aurais un sales speech, là, sauf pour embaucher des gens chez Novexplo. Ce serait quoi que tu aurais comme un sales speech pour dire venez chez nous travailler avec nous autres? Justement, on avait ces discussions-là la semaine passée. On a reçu des gens de l'UQAP et de la Polytechnique qui venaient voir un peu qu'est-ce qu'on faisait puis comment on pouvait faire la promotion du domaine minier, parce que veut pas, la Polytechnique, c'est quand même un gros joueur dans l'industrie minière parce qu'on a un volet ingénierie minière puis génie géologique. Fait que ces gens-là sont un peu déconnectés de notre industrie. Puis là, des fois, pourquoi tes jeunes iraient travailler dans le monde minier? Bien, ce qu'on veut dire, c'est que à cette heure, le monde minier, bien, il y a beaucoup de profils de carrière qui peuvent se développer, là. Autant des analystes informatiques, communication, il y a beaucoup de volets en RH. Fait que le domaine minier, ça rouvre beaucoup de portes à une flopée de carrières. Puis, comme je l'ai dit, nous autres, on veut vraiment mettre l'humain, l'employé au cœur de notre pensée. Les employés, on veut qu'ils nous aident à diriger la compagnie. On a besoin d'eux autres. On a besoin de leur feeling, de leurs idées, pour un peu nous sortir de nos bottes, pour pouvoir identifier les opportunités. Fait que, nous autres, chez Eldorado, oui, on est une compagnie qui a pris de l'expansion, mais on demeure quand même dans une grandeur d'entreprise où tu n'es pas cantonné, puis tu deviens un numéro, puis tu disparais dans la boîte. Fait que tu es encore capable, si tu as une bonne idée, on va t'écouter, on va l'appliquer, puis ça se peut que ça fasse partie de ton Vous êtes tellement une belle équipe, puis ça se sent quand on est avec vous autres que je pense pas que ça va devenir, que les gens vont devenir des numéros avec l'équipe que vous êtes. Je me demandais, est-ce que ça existe oui, je veux juste savoir chez Eldorado si vous en faites des journées portes ouvertes ou est-ce que les gens peuvent aller visiter, parce que je trouve que
ça manque un peu ce bout-là en région, qu'on puisse aller voir un peu plus qu'est-ce qui se passe. Puis là, il y a tellement de technologies, tellement d'affaires que tu viens de nommer que ça serait le fun que les gens soient un peu plus au courant et qu'ils puissent le voir pour démystifier justement tout ce côté-là. Effectivement, ce serait des très belles idées. Nous autres, annuellement, on fait quand même un barbecue avec la communauté. Fait que ça nous permet un peu de jaser avec les gens. On a des kiosques, on leur explique le sauvetage minier, on leur explique, on amène des machines. Fait que là, ça intéresse les enfants, voir les gros camions. Des visites sous terre à la population, on n'a pas fait encore. C'est quand même des bonnes logistiques. Mais moi, je me rappelle d'avoir fait un exercice semblable. C'était plutôt avec nos employés. Fait qu'on emmenait les enfants des employés, les épouses, les conjoints, les conjointes, qui n'avaient jamais vu c'était quoi une mine. Fait que là, on pouvait les amener sur terre, puis ils disaient « Ah, ben papa, c'est ça qu'il fait » ou « Maman, c'est ça qu'elle fait ». Fait qu'effectivement, ce serait des bonnes, opportunités. Tu ouvres un peu plus ton univers, puis tu vas avoir des ambassadeurs. Après, nous, on est allés, moi puis mon équipe, à Gros-Pigné-Windfall. Je suis allée avec une de mes employées, puis elle, c'est la première fois qu'elle allait sur terre. Fait que là, on est allé sur terre, elle a visité, puis on a même dormi là 4 jours de terre. On a vécu la vie de campement. Puis, ben moi, quand on revient à Québec après, Sandrine, ben elle est vendue, là. Elle devient une ambassadrice. Elle comprend c'est quoi le secteur minier. Puis, pour moi, dans une région non minière à Québec, sans niaiser, j'en ai perdu des employés parce que, tu travailler en com pour le secteur minier, je suis pas sûre. Attends! C'est hot, le secteur minier, c'est technologique, En tout cas, fait, on en parle un petit peu chez Rouillé, mais quand les clients ouvrent leurs portes et qu'ils nous amènent dans leur univers, ben je pense que ça fait toute la différence, en plus pour nous autres. Là, je peux faire un lien, excuse de t'interrompre, mais avec ce que tu fais aussi, tu es impliqué dans Women in Mining, qui est très important. Il faut dire aux gens que les emplois traditionnellement masculins, pour les femmes, c'est pas juste, exemple, dans les services techniques ou dans les communications ou dans les RH. Tu peux devenir une opératrice de camions lourds. C'est plus des gens qui travaillent avec des équipements qui pèsent beaucoup de poids. Donc, puis souvent, ils vont être plus performantes et moins dures sur les équipements parce qu'ils vont travailler avec une meilleure précision. Puis il faut mettre en valeur aussi que les travaux pour les femmes dans les mines, c'est ça. Je parlais avec Sylvain Lehoux, justement, c'est ça qu'il disait. Il dit, quand j'ai des femmes opératrices, et ça, c'est différent, puis il amène mes choses des fois ailleurs parce que veut pas, ben peut-être qu'on est moins forte ou, fait que là, on le fait différemment, mais soudainement, c'est une bonne façon de faire. On brise peut-être moins le matériel, puis il en parlait. Il faut ouvrir un petit peu plus ce discours-là puis d'attirer justement les femmes. Autant tu disais, oui, au com, en comptabilité ou autre, mais au niveau des opérations, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que c'est même pas 13-14 %. Puis je dis tout le temps, en passant, il ne faudrait pas suivre le podcast avec tous les pourcentages mauvais que je donne, mais c'est à peu près ça. C'est sûr que nous autres, on aimerait ça un jour avoir notre première superviseuse sous terre. C'est le genre de choses qu'on va avoir. On a quand même plusieurs surintendantes, puis pas seulement en com, on a quand même le volet. C'est un classique quand même. Là. L'ingénierie, en géologie, il y a quand même une bonne clientèle féminine. Oui. Mais oui, effectivement, aux opérations, on a besoin de plus encore de femmes. Puis, je reviens un peu à faire visiter la population. On est quand même tout le temps ouvert. On fait beaucoup visiter, justement, les universités, les stagiaires, on les reçoit beaucoup. Puis, c'est quand même une bonne clientèle pour nous autres. Mais effectivement, on va peut-être avoir des groupes... avoir d'autres groupes autres que l'académique, là, ça pourrait la peine. On le fait. On le fait. Mais justement, je voulais revenir là-dessus. Quand on a fait la visite, la directrice générale de Polytechnique, c'était la première fois qu'elle descendait sous terre avec ses acolytes. Fait qu'eux autres ont vraiment été les mines, c'est ça. Puis à cette heure, on va en parler de manière positive à nos... C'est ça qu'on a besoin. C'est surtout le monde de l'extérieur. Oui, c'est sûr, local, on veut en parler beaucoup, mais quand on peut ramener l'histoire et décrire un peu plus c'est quoi le secteur minier quand tu es à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, ça l'aide tout le monde parce que ça aide tout le monde à démystifier un peu l'industrie. Merci, Manon, pour tout ce que tu fais aussi, pour nous aider à faire valoir le monde minier puis faire avancer la cause un peu. Hein. Il faut. Hey, merci, messieurs. C'était super le fun. Ça fait plaisir. Ça n'a pas été trop... j'ai pas été trop déstabilisante, là. Non, puis c'était un plaisir parce qu'on parlait de Jessie puis moi, il est quand même beaucoup plus jeune que moi. Moi, j'ai commencé en 94. Ouais. On a suivi des opérations. Moi, j'étais à Beaufort, à Géant-Normand, à Beaufort. Il a passé aussi. Donc, on a des chemins qui se sont suivis aussi. Mais c'est vraiment une fierté, moi, de voir des jeunes du coin qui grandissent dans ce développement dans le domaine minier, mais restant en région aussi, là. Pas des gens qui veulent qui restent humbles. Très humbles. Puis je pense qu'avec Carl, tu as trouvé un régulier comme co-animateur. Ben là, en plus, on est les deux kiosques un à côté de l'autre. Fait que... Je propose le prochain podcast. On va parler de Innovexplo Nordastello, mais co-animé avec Jessie.
Bon, sur ce, Merci beaucoup.